Cette semaine à l'émission Sur la ligne de combat, je reçois Gino Savard. Gino est un vétéran des Forces armées canadiennes qui a œuvré pendant 27 ans au sein des Forces. Gino nous racontera ses 5 missions, ces 5 missions qui sont naturellement différentes, mais surtout une qui a changé sa vie. Gino, qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler au sein des Forces armées canadiennes? Mon enrôlement s'est fait d'une façon un peu, je dirais, bizarre. J'avais 16 ans, je suis embarqué dans la réserve au sein du 10e génie. J'étais un petit peu dérangé à l'école. Mon père, peut-être qu'il voyait que que mon avenir dans des grandes sociétés n'était pas là. Puis il a comme vu une annonce d'un journal, puis il a dit « Tiens, mon beau Gino, je vais aller te montrer où est-ce que tu vas travailler, puis où est-ce que tu vas passer les 30 prochaines années. » Donc, il venait avec moi, puis il m'inscrit, il me faisait des livres pour aller au 10e génie à ce moment-là, qui est au manège militaire. Donc, par la suite, j'ai commencé en janvier 87. Puis ça a été le plus beau cadeau qu'il m'a fait, dans le fond, à cause que c'est la plus belle carrière que j'aurais pas pu rêver. Donc, c'est un peu de même que mon enrôlement s'est fait au sein des forces, car je ne pense pas avoir été en mesure de le faire par moi-même. C'était méconnu, c'était peut-être mal vu à ce temps-là, mais je veux dire, c'était un beau cadeau que mon père m'a fait à ce moment-là. Et dès vos premiers jours au sein des Forces, c'était quoi votre plan de carrière? Mon plan de carrière, c'était de faire une carrière. Mon plan de carrière a toujours été de donner le meilleur de moi-même aux forces, à l'unité avec laquelle je travaillais. Puis lorsque j'allais être appelé à servir, de servir le pays du mieux que je pouvais le faire. Puis compte tenu qu'on était engagé, c'était de répondre à la demande. Parlons de votre première mission. On retourne en quelle année? 92. Et c'était... C'était en Bosnie. On est parti... Mais oui, d'abord, on se prépare comment? Comme première mission. Vous avez quel âge à l'époque? 92, j'avais 22 ans. On est anxieux, on se prépare. On a hâte. J'avais pas de famille, outre mes parents. J'avais pas de blonde, pas d'enfant, encore une jeunesse. On se prépare comment? On a juste hâte de quitter pour aller servir. Car dans ce temps-là, les missions qu'il y avait, c'était SHIP. Il y avait peu de missions. Donc, lorsqu'il y en avait une qui appelait les militaires à y aller, il y avait beaucoup de mains levées. Donc, c'est sûr et certain que tout le monde voulait quitter pour une mission. Puis depuis 92, on aurait dit que les missions n'ont pas cessé de... Donc, il y en a beaucoup qui se sont gâtés là, à venir jusqu'à aujourd'hui. Donc, puis il y en a beaucoup qui ont servi. Mais je veux dire, c'est pour un militaire qui a le goût, c'est facile de se préparer pour une mission à l'âge de 22 ans, qui laisse ses parents en arrière. Mais au-delà de ça, c'est plus facile que ma dernière, jusqu'à avait des enfants. Parlons justement de votre père, par exemple, qui va reconduire son fils de 22 ans pour une mission à Chypre. Pas à Chypre, pardon, en Bosnie. C'est à Bosnie, oui. Il voit ça comment? Est-ce qu'il est un peu nerveux? Oui. Est-ce qu'il est toujours aussi fier que son fils fasse partie de l'armée? Je dirais que oui. C'est sûr que c'était énervant pour la famille, autant la famille proche que les tantes, à cause j'ai senti beaucoup d'amour venant des tantes à ce moment-là également. J'étais le seul de la famille, je vais dire, du côté de mon père ou de ma mère qui s'avait enrôlé dans l'armée. Partir en Bosnie, pour plusieurs, c'était partir à la guerre. Donc, c'est sûr que nos parents sont nerveux. Ils n'ont pas hâte qu'on parte, mais ils savent bien que c'est le choix de carrière qu'on a fait et qui sont fiers quand même de nous autres. Là. Mais il reste que les parents pensent à nous.
Ramenez-nous un peu là, en arrière. C'était quoi la situation Ben, en Bosnie à ce moment-là? la situation en Bosnie en 92, 93, 94, en, jusqu'en 2002, je crois, c'était trois, il y avait la Macédoine, la Serbie puis la Croatie qui se battaient pour le territoire. Donc, les Canadiens étaient casque bleu à ce moment-là. On était appelés à aller sur une ligne sans prendre un choix, mais pour me faire une présence militaire de l'ONU pour que euh, les batailles cessent entre ces trois territoires-là. Il y a eu beaucoup de massacres dans les premières années du conflit, beaucoup de conflits qui amenaient beaucoup de morts civiles. Donc, c'était une mission, je dirais en 92, qui était assez périlleuse malgré tout. Il y a eu des attaques au mortier, il y avait beaucoup de mines sur le terrain. Donc, on s'en est dans l'inconnu, mais on était prêt à faire notre bout de chemin. Puis, Vous étiez préparé. on avait un entraînement. Par contre, l'entraînement était beaucoup moindre que les derniers entraînements là, pour l'Afghanistan. Donc, Peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin autant, mais on aurait eu besoin peut-être un petit peu plus d'entraînement, peut-être plus de préparation mentale également. Donc, vous, une fois rendu en Bosnie, vous débarquez. Est-ce que vous êtes aussi fringant que lorsque vous avez pris l'avion ici à Québec? Tout à fait. On est fiers d'être rendus. Ça reste des longs voyages. On est fiers d'aller aider un autre peuple aussi. Puis on sent que c'est réciproque à ce moment-là. Donc, on se dit que c'est ça une mission. Donc, on l'apprend bien. Puis on voit que notre engagement au sein de l'armée ou au sein des forces canadiennes est valorisant, puis il peut aider du monde. Donc, ça, on s'en rend compte immédiatement. Là. Et est-ce que ce tour UN-là, est-ce que cette mission-là a été à l'image de ce que vous vous étiez mis en tête, ce que vous aviez en tête avant le départ? Je n'avais pas vraiment d'image. Je veux dire, on est arrivé en 92. On était attaché à un bataillon là, anglophone, donc on était une troupe francophone avec un bataillon anglophone. C'était la première mission ou le premier déploiement canadien qui envoyait. Avant nous, il y avait les gens qui étaient encore en Allemagne qui avaient été, mais on les a chevauchés, là, puis c'était la première mission. Mais oui, on est toujours aussi anxieux, puis qu'est-ce qu'on avait à la tête avant de partir? On part avec l'idée d'aider, hein, puis de faire la différence. Et parlons du retour de cette première mission. Au plan familial, par exemple avec vos parents, au plan personnel, est-ce que c'est le même Gino qui est parti, qui est de retour à Québec? Aujourd'hui, je dirais que non. Mais à ce moment-là, je dirais que oui, c'était le même Gino. On ne se rend pas compte qu'on a peut-être un syndrome post-traumatique. On a vécu quand même des attaques au mortier. On a vécu de grosses choses aussi. Il y a eu des morts. Puis, lorsqu'on entendait une porte de camion se frapper, j'avais le réflexe de toujours m'accroupir. Donc, en bout de ligne, on se rend compte que les booms, ça nous fait réfléchir qu'on est peut-être encore sur le terrain. Donc, mais on n'était pas éduqués à ça. Le syndrome post-traumatique était peut-être mal vu, était inconnu. Donc, on ne le sait pas. Donc, ça m'a amené, moi, à partir à une deuxième mission, 6 mois après, à la même place. Donc, pour faire sensiblement le même travail, donc, ça ne m'a pas vraiment bloqué, puis ça ne m'a pas empêché de rien faire. Et est-ce qu'il y a des gens autour de vous, que ce soit vos proches de la famille, votre mère, par exemple, qui vous a, à un moment donné, essayé de vous dire, ben écoute, Gino, il me semble que tu n'es plus le même ou tu es différent? Ou vraiment, personne n'a vu de différence entre le Gino d'avant et au retour? Je dirais que j'ai pas vu, puis j'ai pas senti
qui me voyaient différemment. Je ne me suis pas senti différemment non plus. Peut-être que la raison était que je suis arrivé, puis 6 mois après, donc il a fallu que je rembarque sur un petit entraînement. Donc, j'étais revenu dans ma bulle, puis je voulais repartir. Donc, c'est peut-être ça, qu'on n'a pas eu le temps de se rendre compte de rien, personne. Donc, on est reparti aussi vite qu'on est revenu. Avant de parler de votre dernière mission, vous disiez tantôt que vous en aviez quand même fait quelques-unes. Oui, j'ai fait 3 missions en Bosnie. J'ai fait 92-93, j'ai fait 94. Ensuite, j'ai fait une en 95 en Bosnie aussi. Puis j'ai fait Haïti en 96. Donc, j'ai eu 4 missions là, sur une période de temps assez courte. Est-ce que la préparation était la même pour chaque mission? Bien, pour la Bosnie, la préparation était différente, compte tenu qu'on commençait à connaître un peu plus où ce qu'on s'en allait, les défis qu'il y avait devant nous, puis les gens aussi qui étaient comme moi sur ma 3e mission en Bosnie. Je vais dire, on savait qu'est-ce qu'on s'en allait faire, on connaissait les dangers, puis on était prêt à aller risquer en même temps. Et on se prépare comment mentalement? On est jeune, hein? Quand on est jeune, à 23, 24 ans, on en demande, on n'a pas peur du risque, puis le risque devient une adrénaline. Donc, on se prépare on se prépare pas, on le vit. Puis est-ce qu'on voit des gens, des militaires plus âgés qui, au départ, quittent leur famille, leurs femmes, les enfants, et sentez-vous qu'ils ne vivent pas de la même manière que vous? Oui, tout à fait. À la limite, vous questionnez-vous pourquoi eux qu'il y a une si grande douleur à partir? Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent plus le danger que vous? Non, pas nécessairement, à cause les sergents ou les adjudants qu'on avait en 92, 93, ils n'ont pas fait de mission plus que moi j'en avais fait. Là, à cause avant moi, c'était Chypre. Ensuite, il y a eu la guerre de Corée, mais les adjudants, ils voulaient y aller sur le terrain aussi. La seule différence qu'avec moi, j'avais pas, c'était les enfants, mariés depuis un X nombre d'années. Donc, c'est peut-être de ce côté-là qu'eux autres se sentaient un petit peu plus interpellés à partir. Mais rendus sur le terrain, ils faisaient le travail aussi bien qu'un genou, pas d'enfant, pas de femme, mais aussi fringant. Et la préparation de votre dernière mission? 2009. En Afghanistan? Oui, très, très différente. On se prépare comment en sachant que c'est... d'abord, vous avez une femme. Est-ce que vous aviez des enfants à l'époque? Tout à fait. 99, marié, 2 enfants. C'est différent de se préparer. Moi, ma mission était un petit peu... Ma préparation était écourtée compte tenu que j'ai remplacé un sergent-major que lui n'a pas pu y aller pour des raisons familiales. Donc, déjà, l'entraînement était commencé depuis quelques mois. Puis, je vais dire, le cadeau de m'offrir l'Afghanistan, ils m'ont demandé si je voulais y aller. Puis, en tant que militaire, je n'ai jamais rien refusé. Donc, là, à ce moment-là, j'ai dit oui. Est-ce qu'on en parle avec sa conjointe avant d'accepter? Oui, on en parle dans le sens que moi, je me suis engagé pour servir, puis j'ai fait 5 missions. Mais j'aurais peut-être pu en parler un petit peu plus avec ma femme pour accepter, sauf que lorsque tu as à cœur t'as à cœur ton pays, puis tu es appelé à servir. Je ne me voyais pas refuser d'aller servir compte tenu qu'ils me le demandaient. Puis l'autre chose aussi qui venait à prendre ma décision là-dessus, c'est que en tant que sergent-major, tu quittes avec un rôle où tu as 150, 160 personnes, où tu es là pour leur donner un support, où tu es là pour les écouter,
où ce que tu es là pour les aviser. Donc là, déjà qu'ils venaient de perdre un sergent-major, je sentais que j'avais le devoir d'aller les supporter, puis moi, de leur enlever la pression là, qu'ils pouvaient sentir à ce niveau-là. Donc, Et on l'annonce comment à sa conjointe? je vais dire, ma femme, elle a toujours été contre les déploiements. Je l'ai rencontrée, j'en avais 4 de fait, donc le pire était fait pour elle. Il en restait une mission à faire, puis ça a été ma dernière. On l'annonce, on essaie de le passer, on en parle un peu, elle est contre. On essaie de la faire, pas faire changer d'idée, mais de faire comprendre. Elle vient à nous supporter d'une façon Parce qu'il faut faire ses de bagages base, pour tout à fait. partir. Oui, puis c'est quelque chose qui n'a pas été facile non plus. Il a fallu que moi, mes valises, je les ai faites le soir lorsqu'elle était couchée dans le sous-sol. Je sortais mes valises par la suite, j'allais les mettre dans l'auto, j'allais me coucher, puis le lendemain matin, je partais comme si rien n'était. Elle n'est pas folle, c'est sûr qu'elle devait s'en rendre compte, mais c'était pour moi la façon de faire pour ne pas y mettre un stress supplémentaire. C'était la façon de faire pour non pas y cacher mon départ, mais pour enlever beaucoup de pression là, sur la façon qu'elle voyait la mission. Donc, mon expérience passée de faire mes valises, je veux dire, ce ne se sont pas faites comme ça du tout, mais celle-là, je n'avais pas le choix. Donc, je les protégeais un petit peu de cette façon-là. Puis, par la suite, c'est le départ pour la mission aussi qui Vos enfants avaient quel âge, Gino, à ce moment-là? moi, en 2009, ma fille avait 7 ans, puis mon gars, il avait 10 ans. Donc, c'était encore des enfants. C'était la première fois qu'ils voyaient partir leur père aussi longtemps en mission en Afghanistan. Ça se parle beaucoup à télé. Malgré qu'ils allaient dans une école où il y avait beaucoup de militaires, puis les professeurs préparaient malgré tout les enfants assez bien à ce niveau-là. Mais la façon qu'on les prépare, c'est. Moi, dans le fond, je leur ai écrit une lettre aussi avant le départ. L'Afghanistan, c'était différent de mes autres missions. Pour une chose, du côté sentiment, c'était une mission différente. Puis autant. Pourquoi? Je trouvais on avait moins le contrôle sur qu'est-ce qui pouvait arriver. Et au sein des forces, lorsqu'ils vous préparaient, on en parlait ouvertement de ces préoccupations-là puis de ce danger-là? Tout à fait, oui. Puis nos chums qui ont fait les missions en Afghanistan avant nous nous en parlaient, essayaient de nous préparer. Mais je vais dire, on était tellement bien préparés pour partir en mission, mais jamais assez bien pour vivre de telles émotions. Mais d'abord, est-ce qu'on peut être prêt réellement à vivre une mission? Oui, on peut, on est prêt. L'entraînement qui est donné nous rend nous rend moins craintifs, nous donne plus de confiance en nous. On connaît le monde avec qui on s'en va travailler. On apprend à les connaître aussi. On passe beaucoup de temps ensemble. Puis, on se prépare d'une façon, c'est un esprit d'équipe. On part là en équipe. Puis quand je dis une équipe, c'est autant les ingénieurs que les fantassins. Lorsqu'on est rendu sur le terrain, là, c'est une famille, puis tout le monde a besoin de chaque unité ou chaque métier pour avancer, que ce soit des MP, que ce soit le renseignement, l'artillerie. Donc, c'est ça qui devient le fun. Donc, on se rend compte que c'est une grosse famille, l'armée. Puis lorsqu'on a besoin, on est là pour s'entraider. Et une fois qu'on arrive en Afghanistan, est-ce que c'est ce à quoi on s'attendait? C'était la première fois. La première fois que j'ai mis le pied sur une marche en débarquant de l'avion, je me suis dit, c'est moi ou c'est eux.
Moi, j'ai pensé à ça tout de suite en arrivant. Est-ce qu'on se le dit entre collègues militaires dans l'avion ou lorsqu'on on débarque? Est-ce qu'on s'avoue à être un peu anxieux ou Non, non? On a non. l'air tous d'étoffes. Puis... Ben, on est prêt. Chacun vit ça intérieurement également. Euh, Puis ce qui est intéressant, c'est que autant un soldat pouvait parler à un soldat qu'un soldat pouvait venir voir un officier ou aller voir son adjudant-maître. Donc, c'est ça, là. Donc, c'était le soutien mutuel de chacun qui devenait important là-dedans pour faire avancer puis arriver à notre mission en bout de ligne. Puis c'est un peu de même que les soldats sont entraînés pour partir. Puis on le ressent sur le terrain. Puis lorsqu'on le revient, on le ressent encore parce qu'on garde beaucoup de contact là, avec nos chums, que ce soit la grande famille militaire, qui ont vécu les mêmes choses que nous au même moment. On se tient, donc on reste en contact. Puis, qu'est-ce que je n'ai pas vécu dans mes premières missions, je l'ai vécu avec la dernière. Donc, j'ai vu une grosse différence. Là. Et parlez-nous justement de cette mission. Bah, ma dernière mission en Afghanistan en 2009. J'ai quitté, ça devait être le 3 ou le 4 avril, puis on s'est rendu là-bas. Mon rôle était sergent-major d'escadron. On était 154 ingénieurs de combat qui allaient généralement être déployés sur des bases avancées avec des compagnies d'infanterie. Et c'était quoi votre rôle au juste? Moi, mon rôle, le rôle du sergent-major, c'était la discipline au sein de l'escadron, en même temps qu'être aviseur, autant pour le commandant que pour les troupes. L'expérience qu'on amène aussi avec le passé qu'on a passé à travers, puis être un peu je dirais, le papa de la gang. Donc, c'est un peu ça, là, c'est la façon que moi j'ai joué mon rôle. Donc, quand on est parti, le major Pépin, qui était le commandant, puis moi, le sergent-major, on formait une bonne équipe, puis on la faisait transparaître aux troupes. Puis on était là aussi également aux besoins de nos gars, malgré le fait que la majorité de nos troupes étaient déployées avec des compagnies qui étaient sous la charge de compagnies d'infanterie et ou d'artillerie. Il était quand même, on sentait qu'il était en bonne main, mais on était tout un peu inquiète en tant que sergent-major de comment est-ce que nos gars vont revenir de la mission à pied, comment est-ce que nos gars ont senti. Donc, c'était Il y avait une certaine responsabilité, là. Oui, on avait je vais dire oui, une grande responsabilité. Puis, on se rend compte après que c'était une très grosse responsabilité. Puis, à un certain niveau, avec ce qui est arrivé en Afghanistan, c'était un peu inhumain de prendre tant de responsabilités que ça. Pour un commandant, puis pour un sergent-major, puis que ce soit un adjudant de troupe ou un sergent, on veut que le bien pour notre monde, mais on pouvait pas arriver à la fin de la mission avec les désirs qu'on s'avait promis au début. Moi, avant que je parle de mon accident, il faut dire que dans mon escadron, on a 2 ingénieurs qui étaient décédés, caporal Bobette, puis alors qu'ils ont été qui sont décédés par une attaque d'une bombe improvisée, le 1er août. Ensuite de ça, le 27 juillet, juste un petit peu avant, on a le caporal-chef OB, que lui, c'est lors d'un nettoyage à l'intérieur d'une maison suspectée qui a pilé sur une mine qui s'est fait arracher une jambe. On a eu après ça l'adjudant La Tulipe, que son véhicule a sauté, puis que
lui aussi a été évacué avec des problèmes de dos, de jambes. Et ça, c'était des gens qui étaient sous votre Ça, responsabilité? il faisait partie, c'était tous des ingénieurs de combat qui étaient attachés à l'escadron avec qu'on travaillait. Donc, ils étaient tous dans le 51e escadron, puis qui étaient déployés avec de l'infanterie. Et Donc, on vit comment les fins de journée? Parce que là, vous nous en énumérez, puis je me dis, ben, pour cet homme-là, à la fin de chaque journée, avant de se coucher, il pense à quoi, Gino Savard? il ne pense pas. Il n'y a pas le temps? Non, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps vraiment de réagir. Je vous ai nommé des dates, mais c'est une courte période de temps. Ça, on parle d'à peu près 2 semaines, là, puis c'est arrivé. Puis ça, je parle des ingénieurs de combat. Si je énumérerais les fantassins à travers ça, on verrait que c'est à tous les jours qu'il peut arriver un accident. Donc, c'est comment est-ce qu'on vit, puis comment est-ce qu'on se couche. On essaie de se coucher pour oublier, puis on essaie de se lever pour être meilleur que ce qu'on a fait la veille. On sait qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous arriver. Donc, le caporal-chef Aubé, je l'ai accueilli lorsqu'il est débarqué de l'aéroport, de l'hélicoptère à l'aéroport pour le rendre à l'hôpital. Je vais dire, c'est dur de voir un de ces gars avec une jambe en moins. Excuse. Caporal Allard puis Bobbitt, rôle du sergent-major encore une fois. Je suis allé chercher les sacs à l'hélicoptère. Je sentais le besoin d'être là. D'être fort. D'être là. Pour eux. Après ça, est-ce qu'on se doit aussi ou est-ce qu'on s'exige d'être fort, de ne pas flancher devant les hommes? oui, ça fait partie de ma personnalité. Puis on n'a pas le choix pour une seule raison, c'est que la mission n'est pas terminée. Puis on se devait, malgré toutes ces atrocités, je vais dire, qu'on peut voir, de continuer à cause qu'on en avait jusqu'au mois d'octobre. Donc, on ne peut pas flancher, on ne peut pas être faible devant nos hommes. Mais en même temps, on est humain. En même temps, on est humain. Puis il n'y a rien à être, je veux dire, être faible ou être fort. La question est peut-être c'est comment je dois être c'est quoi le message que je dois dire aux gars pour qu'eux, après qu'ils aient fait la cérémonie de la rampe, puissent retourner. Et qu'est-ce que la cérémonie de la rampe? Cérémonie de la rampe, c'est lorsqu'il y avait des décès canadiens, que ce soit des Canadiens. C'est qu'on fait une cérémonie où on ramène le plus de monde possible du bataillon ou du contingent pour que les cercueils passent puis qu'ils s'en viennent, qui embarquent dans l'avion puis qui s'en viennent pour le Canada, là, pour que les familles en prennent charge. Puis donc ça, c'était dur. Il y en a eu beaucoup en 2009. Combien exactement? Souvenez-vous? Je dirais 25. 25, 26, peut-être que je me trompe. Puis sur ce chiffre, ingénieur de mon escadron, il y en a eu 4. Bataillon d'infanterie, c'était à peu près la même moyenne, 3-4 par compagnie. C'est beaucoup. C'est beaucoup de monde que tu as côtoyé, que tu perds du jour au lendemain. Et lors du retour, Gino, lorsqu'on revient, lorsque la mission est terminée, et dans l'avion, qu'il nous manque 4 collègues, 4 gars, c'est quoi l'ambiance? Comment ça se passe dans l'avion? Mais dans l'avion, il nous envoie une semaine, il nous envoyait à Chypre faire une semaine de décompresser, dans le fond, mais je vais dire, cette semaine-là, on ne la vit pas.
on est toujours dans nos histoires. Lorsque moi, j'ai eu mon accident en 2009, on a sauté sur une bombe le 6 septembre, parce que le major Pépin et le caporal Drouin sont décédés. C'était un autre coup dur là, pour un escadron là, qui vient de perdre le commandant. C'était lui qui était le boss de l'escadron. Je vais dire, c'est 6 septembre, la mission finissait début octobre. On commençait à avoir des vols de retour. C'est que la mission finissait. Nous autres, on allait faire des visites de courtoisie. On peut dire courtoisie dans le sens où on amenait le courrier puis avec le commandant du groupement tactique, qui était le colonel Paul à ce moment-là. Puis moi, mon véhicule a fait un 180. Caporal Drouin puis Major Pépin sont décédés sur le coup. Moi, je me suis ramassé sous le véhicule avec m'a causé des vertèbres qui ont été fracturées. Il y avait une extension parce que les gens étaient encore dans le véhicule. On était 7 à l'intérieur du véhicule, donc il y a fait beaucoup de monde là, que ça a brassé. Là, à ce moment-là, c'est l'attente. On ne sait pas ce qu'on est. Moi, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé, j'étais sous le véhicule, coincé, sauvé par la tourelle. On parle à peu près d'un 18 à 20 pouces d'épais. Sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. J'avais la tête coincée dans mon casque. Tout d'un coup, toute la poussière est tombée, que tu t'es réveillé, puis tu te rends compte où ce que tu es rendu dans toute cette histoire-là. Là, c'est le mode survie qui embarque à l'intérieur du véhicule. Ça crie, ça pleure. Toi, tu es coincé, tu ne peux plus bouger. Je demande aux gens, c'était moi qui étais un petit peu là, j'étais l'adjudant maître, donc je demande aux gens de voir s'ils étaient en mesure de vous parler avec le major pour voir qui était encore blessé et où les résultats qu'on connaît, mort, mais là, je me réveille sur le véhicule. La seule chose que je voyais, c'était un petit trou là, qui restait. Donc là, je me pose la question, comment je vais me sortir de là? C'est quoi le signal que je peux donner? Je n'avais plus d'armes, je n'avais pas accès à mon gun qui était... mon pistolet qui était attaché à ma jambe. J'avais seulement un bras disponible, l'autre était coincé sous mon corps. Donc là, ce qu'on pense, on pense à la mort. Donc, au fond, on ne sait pas ce qui est arrivé aux autres véhicules. On était 4 véhicules. Là, il y a le trou, si je tire une roche pour montrer à quelqu'un que je t'en viens ici. Peut-être que c'est un taliban qui va venir et que ça va être ma dernière roche que je vais tirer. Donc, on pense un peu à tout ça. Puis d'entre-temps, je me suis rendu compte que j'avais encore mon radio, parce qu'on communiquait les véhicules ensemble, accroché à l'épaule. Donc, j'étais en mesure de trouver le piton pour appuyer dessus, pour envoyer un signal comme quoi qu'il y avait des blessés graves, peut-être des morts, puis que moi j'étais coincé, puis je ne connaissais pas tout l'état exactement. Donc le colonel Paul avait répondu à ce moment-là, OK, on s'en vient. Donc on avait une drill, puis il fallait que la drill soit respectée pour avancer lorsqu'un véhicule avait subi une explosion ou quelqu'un avait sauté sur une mine ou une bombe. Donc, ça a pris à peu près une vingtaine de minutes avant que les gens puissent se rendre au véhicule puis prendre charge du véhicule, tout en arrivant sécuritairement. Ça. Donc, par la suite, ils nous ont évacués les uns après les autres. Puis, ils nous ont emmenés là, par hélicoptère là, sur la base. Puis, à ce moment-là, lorsque j'étais rendu à l'hôpital,
Il y avait une major Bouchard qui était en charge du contingent médico-canadien, qui était une bonne amie au major Pépin, qui est venu m'annoncer pendant qu'il me faisait de la couture dans le visage, puis que j'étais étourdi un peu, là, que le major Pépin était décédé à ce moment-là. On avait une bonne idée au départ lorsqu'on a quitté, mais on ne veut jamais se le faire dire, puis on ne veut jamais l'entendre non plus, donc c'est... On part pas pour... on part pas en... Comment dire? On part pas en gang, en peloton, en se disant, il y en a qui ne reviendront pas, là. Non, puis le but c'était de ramener tout le monde, mais c'est impossible, ça a été impossible. Puis que ce soit un major, que ce soit un soldat, notre adjudant-maître, tout le monde part sur le même pied d'égalité. Donc ça devient très, très dur de tout accepter cette douleur-là là, en si peu de temps. Est-ce que vous êtes revenu avec le peloton à la fin de la mission ou vous êtes revenu avant? Moi, ma condition médicale me permettait de rester sur le camp. Je ne voulais pas vraiment quitter les gars et les filles là, qui étaient de l'escadron avant. Puis malgré tout ça, il a fallu que je quitte dès le premier vol là, pour le Canada pour être pris en charge plus pour les blessures que j'avais. Mais c'est dur de laisser notre monde en arrière en sachant qu'est-ce qui peut les attendre. Mais je vais te dire, si on est rendu là puis on passe à travers tant d'épreuves, c'est des personnes fortes, c'est des personnes très courageuses, résilientes puis qui connaissent le métier. Et lorsqu'on est de retour, le Gino Savard est comment? Il est différent. Très, très différent. Mentalement, physiquement. Puis ça paraît également là, sur le côté familial. Est-ce trop indiscret de vous demander comment? On est plus... moins patient, plus nerveux. Les petites choses que les familles voient gros, qu'après avoir passé à travers tout ça, on trouve ça un petit peu plate, banal, de prendre tant d'attention pour des petites choses de même. Mais je veux dire, c'était ma dernière mission. Avec mon expérience, je pensais jamais de vivre une mission de même. Puis on ne sait pas quel type de mission qu'on va vivre. On avait vécu 4 auparavant où c'était des missions avec l'ONU. Celle-ci était avec l'OTAN. On avait des risques, mais on ne pense pas qu'on va vivre tant de risques. On ne pense pas d'être en mesure non plus de survivre à ces risques-là. Donc, après tout ça, on peut se dire qu'on est chanceux, malgré tout, d'être de retour. Et vous avez été diagnostiqué avec un choc post-traumatique? Oui. Comment on vit aujourd'hui? On est encore en traitement. On essaye de faire des choses pour ne pas revenir hanté par nos histoires. Puis moi, c'est la façon-là que j'avais trouvé à ce moment-là. Moi, j'ai été libéré en 2014. Puis en 2013, je me suis ouvert une entreprise qui me permettait de ne pas penser aux démons. Puis c'était ma façon à moi que j'avais trouvé là, de m'auto-guérir. Est-ce que vous étiez suivi à l'époque? Oui, j'étais toujours suivi. Cependant, je me noyais dans le travail. Je faisais juste ça, donc c'était ma façon d'évacuer. Mais ça n'a pas été la bonne façon de faire. Puis c'est pas la façon que je recommanderais non plus. Les gens qui souffrent d'un syndrome post-traumatique, oui, on doit s'occuper, mais on doit s'occuper intelligemment et non pas se noyer dans le travail puis faire juste ça non plus. Donc,
en 2000, fin 2016, l'entreprise a fermé. Je n'étais plus capable mentalement de suivre la cadence. Les idées venaient moins vite aussi. La dernière année était très dure aussi pour l'entreprise. Puis on se rend compte qu'on n'est plus le même gars, la même personne, puis que nos soins doivent devenir prioritaires. Et j'imagine que ça a une incidence aussi au plan familial. La famille, aujourd'hui, on vit des gros moments. Ma femme a vécu des grosses choses aussi, puis c'est compréhensif avec tout le stress qu'une femme peut vivre, un parent. On essaye de garder la famille unie le plus possible, mais la personne a tellement changé sans que ça paraisse ou sans qu'ils s'en rendent compte que ça a brisé des liens. Puis, donc aujourd'hui, on ne sait plus si on va refaire encore la vie commune ensemble ou on va avoir une séparation, mais c'est un peu là qu'on est rendu. Donc ça a pris quand même depuis 2009, tout près de 10 ans, 11 ans. On a essayé, mais on n'a pas, je pense pas, être en mesure de sauver le couple. C'est un peu... C'est une autre étape. Ça devient dur aussi également là, au niveau mental à passer à travers tout ça. Et quels sont les appuis que vous avez présentement? Les appuis sont bonnes. Je veux dire, les forces ont mis sur pied des bons soins, autant pour les militaires actifs que pour les militaires retraités. Bien entendu qu'il faut que le militaire aille chercher les soins. Si tu ne vas pas chercher les soins puis tu restes chez vous, tu vas dire que les soins ne sont pas là puis que ça ne te convient pas. Mais si tu vas chercher les soins, plusieurs cliniques, ici la clinique TSO pour les personnes retraitées, sont ouverts à accueillir les militaires et à les aider. Puis moi, personnellement, je suis là depuis ma retraite en 2013. Puis ça me fait du bien. C'est de l'admettre aussi, de se l'admettre qu'on a besoin d'aide. J'imagine que c'est une des étapes les plus difficiles. Ben oui, à cause au début, tu es un peu dans le déni de tout ça. Hein? Tu te sens plus fort que tout le monde. Tu as vécu des choses horribles. Puis tu as besoin d'être soigné, tu as besoin d'être pris en charge à cause c'est très inhumain là, de vivre de telles expériences, mais tu penses d'être capable de le faire tout seul, qu'est-ce que moi je pensais avec l'ouverture de mon entreprise, mais je me suis rendu compte que ça n'a pas été le cas. Ça a passé proche que je vais aller rejoindre mes collègues décédés en fin 2016. Donc, c'était le temps que j'arrête, puis c'était le temps que je pense à moi. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont militaires ou vétérans, quel serait le message que vous leur livreriez? Bien, premièrement, c'est qu'ils ont choisi le meilleur métier du monde. Deuxièmement, c'est s'ils l'ont fait, c'est qu'ils peuvent faire une différence, puis qu'ils peuvent amener beaucoup de bien à un monde si tiraillé, puis qui croient en eux, car les militaires canadiens sont les meilleurs au monde, puis les personnes qui sont engagées aujourd'hui le font par principe, par valeur, puis en connaissance de cause. Donc, moi, ce que je peux lui dire, c'est un gros merci, puis de continuer la mission, comme un peu toutes nous autres qu'on a faites, de nos ancêtres militaires qui ont combattu aussi ardemment que nous autres. Est-ce que vous retourneriez dans l'armée?
je ferais la même carrière. J'ai tellement aimé l'esprit d'équipe, les défis, la façon dont l'armée a changé. C'est juste pour le mieux. Puis aujourd'hui, embarquer dans l'armée, tu t'embarques dans une famille, puis ta famille, c'est tous les militaires, indépendamment du métier, indépendamment de la couleur de l'uniforme. On a tous besoin d'un et l'autre, puis c'est ça qu'aujourd'hui que l'armée est belle, puis c'est ça qui est valorisant de voir que c'est une unité et non pas une armée. Donc, oui, demain matin, je m'enrôle. S'ils sont en mesure d'enlever mes blessures, je peux faire un autre 5 ans. Gino Savard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, Véronique. Sur la ligne de combat cette semaine, dans le segment Nos vétérans et l'histoire, je m'entretiens avec Jean-René Descaries, ancien combattant de la guerre de Corée. Nous aborderons plusieurs sujets et notamment la mission sur la côte 355. Monsieur Descaries, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. C'est un honneur pour nous. Vous avez une carrière militaire qui a duré, je crois, près de 10 ans. Parlez-nous des débuts. Comment ça a commencé? Ça a commencé que le 13 avril 1951. Je me suis enrôlé à Montréal, sur rue Sherbrooke. Et puis, j'avais été une première fois dans le mois de décembre 50, et Châteaujeune, là. Fait que là, j'ai su comment ça marchait. Puis 13 avril, là, j'ai donné un offre plus vieux pour pouvoir rentrer. Fait que là, ils m'ont envoyé à Valcartier, Citadelle, après ça, Valcartier, passer l'entraînement. Après ça, j'ai été à Wainwright, Manitoba, pour un autre entraînement. Puis en revenant de Manitoba, Wainwright, Manitoba, ils m'ont donné 4 jours de pause à Québec, en arrivant. Ils m'ont piqué ces 2 bras, avec toutes les piqûres qu'on avait, là. Puis là, je me suis allé chez nous, puis j'étais en marche de même, puis je n'ai pas bougé de la fin de semaine. Là, on est en avril 51. 51. Puis, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que c'est quel corps d'armée que vous étiez? Le Royal 22e Régiment. Le Royal 2e bataillon. 2e bataillon. Oui. Puis ça, quand je suis revenu de Wainwright, c'était le 10 avril, le 10 octobre, 31 septembre, en tout cas 30 septembre. OK, fin septembre. Et puis, c'est ça. Et puis là, le 4 octobre, je partais pour la Corée. J'ai pris le train à Valcartier. J'ai été dans le train 4 jours et 4 nuits pour monter à Vancouver. Puis de Vancouver, on était à Seattle. C'est là qu'on a embarqué sur le bateau. Quand vous êtes engagé, vous le saviez que le Canada était en guerre avec la Corée? Oui. Et vous le saviez que vous aviez des possibilités, comme on dit, d'être appelé sur le front? Oui. Vous étiez conscient des dangers? Ou c'était la jeunesse? Là, puis bon, là, je voulais voyager. Puis j'ai dit, je vais aller en Corée. Il va te mettre des plages. Mais j'en ai pas vu. J'imagine. J'ai vu seulement des montagnes, tout simplement, puis du monde réellement pauvre, là. Les Coréens étaient pauvres dans ce temps-là, en 51, là, c'était pauvre. Des gens, il y avait d'autres Québécois avec vous qui vous accompagnaient? Oui. Mais avant d'arriver en Corée, par exemple, on était au Japon, on était à Hierro. Puis à Hierro, bien ça, c'était une place pour s'entraîner, pour le Commandos Training qu'ils appellent. C'est seulement des choses à obstacles, là. Il fallait passer, mettons, sur fil de fer, puis rentrer dans les trous, puis sortir. Il y avait 2 trous pour rentrer, il y avait 4 trous pour sortir, puis là, on arrivait au bout, c'est pas ici, reculer, c'est un autre trou. Ça, c'est toutes des choses, ben non, sur le fil de fer, ben là, une rivière. Fait que là, le sergent, pour faire son comique, mais là, il disait, recule le Jeep. Là, il reculait le Jeep, puis nous autres, on partait à l'eau. Fait que c'est ça, l'entraînement. Puis il nous faisait... Quand on a fini, on était dans une autre ville, puis là, il nous a fait marcher 26 000. Oh! Et puis, il y avait les camions qui suivaient en arrière. Vous embarquez dans le camion, comme j'étais réellement plus capable, puis ils vous redébarquaient, marcher encore. Puis lorsque vous êtes arrivé au Japon, vous aviez 17 ans, 18 ans? 18 ans. Puis j'ai eu 18 ans le 23 septembre. Puis l'âge majeur, à l'époque, c'était 21? 19. C'était 19, OK. Ouais. Puis... Fait que là, quand je suis arrivé au Japon, mais là, ils m'ont découvert que j'étais trop jeune. Vous avez fait une petite menterie? Oui, compté de menterie. Fait que là, ils disent, on va vous renvoyer au Canada.
Fait que j'ai dit non. J'ai dit, moi, je reste ici. Ben, il dit, ça prend signature à ton père. Ben, j'ai dit, c'est correct. Appelez mon père. J'ai dit, il va bouloir. Comme de fait. Ils l'ont appelé, ils m'ont fait venir. Ils ont dit, on a appelé ton père, puis il a dit, s'il veut rester là, laissez-le là. Fait que, il a été signé. Puis là, ben, vous êtes, après l'entraînement au Japon, on traverse l'autre côté. Oui, on traverse de l'autre côté. Puis au Japon, l'entraînement, c'était coquin, là. On passait dans l'eau, il arrosait les places où on grôlait. Et puis là, les overalls, on les accrochait. Puis c'était dans les tentes, c'était pas chauffé, là. Le même matin, on se levait, il était raide comme du bord, c'était tout gelé. Puis là, pour les dégeler, bien là, il nous faisait courir 6 000. Puis en revenant, il nous donnait un bon déjeuner, un œuf à coque. Vous étiez dans le nord du Japon? On était à Hiro, dans le bout de Kobe. OK. Parce que dans le fond, on voulait recréer aussi un petit peu les conditions que vous alliez rencontrer de l'autre côté. C'était froid. Oui, hein, parce que dans le fond, on n'a pas l'impression des fois que la Corée puis le Japon, je veux dire, ils connaissent des hivers, mais... Quand c'était froid, puis quand c'était chaud, c'était chaud. Il n'y avait quasiment pas de milieu. Puis quand, une fois que vous traversez l'autre côté, racontez-nous un petit peu ce que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? Bien, quand j'ai traversé là, du Japon aller en Corée, on était couché dans un hamac, qu'appelle, sur le bateau. Là, on a débarqué à Busan. De Busan, aller à Séoul, ils nous ont mis dans un train. Le train, c'était pas un train nouveau, c'était un vieux train. C'était pas la première classe, là. Oui, non, c'était pas mal la dernière classe. Puis là, ben, on est arrivé à Séoul. Puis là, ben, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui demandaient des chocolats, ces affaires-là. Des enfants qui avaient des misères à vivre, là, ils ne mangeaient pas. Puis c'était réellement pas riche, pas riche. C'était pas la Corée de Samsung puis de Hyundai, là. C'était vraiment un pays qui est en voie de développement, là. Mais on voyait seulement qu'il y avait des montagnes. Quand on est sorti de Séoul, là, c'est seulement des montagnes. Là. Puis là, à ce moment-là, c'est que là, évidemment, on se prépare à aller sur le théâtre des opérations. C'est ça. Et puis... là, à partir de Séoul, aller au 38e parallèle, et pour aller sur nos montagnes, on m'en allait sur la 355. Et puis, on y allait là en camion. Dans la boîte en arrière, là ben, c'était plein de poussière. On arrivait là-bas, on n'était pas blanc, on était quasiment jaune. C'était quoi le moral des troupes? C'était pas pire. On ne connaissait pas qu'est-ce que vous alliez rencontrer? Qu'est-ce qu'on allait faire, là, nous autres. Là. Nous autres, c'était voyager, fait que... Parce que la colline 355, c'est un des endroits où il y a eu des affrontements importants. C'est ça. Quand on est arrivé, les Chinois qui l'avaient, cette montagne-là, les Chinois avaient enlevé les Américains de là. Puis là, quand nous autres, on est arrivés le 22, on a repris la 355. On a gardé la 355. Le 22 novembre? C'est vrai. Puis vous êtes resté là pendant combien de temps? J'ai resté, moi, environ 4-5 mois. Après ça, là, j'ai changé de montagne, c'est 262, puis là, 163. Je reviens sur la 355 parce que dans le fond, vous êtes resté là un mois, puis probablement un mois où, comme on dit, ça devait... ça devait péter un peu, là. Ouais. Ça tombait. Même quand on faisait la garde, là, on avait de l'eau là, jusqu'en bas des genoux. Et puis, il fallait garder notre 2 heures, il fallait faire notre 2 heures là, avec une couverte, puis on était dans le trou. D'ailleurs, c'était tout des tranchées, 24 heures par jour des tranchées. 24 heures par jour dans les tranchées? Oui. Et puis, on couchait dans les dugouts. Le dugout était dans le tranchée aussi. Mais puis vous étiez combien par je dirais, cycle de garde? On était 2 par trou. 2 par trou? Combien il y avait de trous? Oh, je ne peux jamais compter. Il n'avait sur plusieurs kilomètres? Oh, il n'avait plusieurs kilomètres, là. Pas compter pantoute, là. Puis quand est-ce qu'il est arrivé des incidents, ou, comme on dit, sur le théâtre des opérations dont vous avez été témoin? Oui. Il y a eu un coup il y a une bombe qui est tombée sur un dugout. Et puis, il était après jouer au 4, il était 6. Et puis là, ça a sauté. J'ai attendu que les gars étaient maganés. Là. Fait que là, on a pris des boîtes de bois, puis on a tout rempli ça. Puis on a mis le couvert, puis on a marqué un autre dessus. Puis ils ont envoyé ça à Busan. Et mon Dieu, OK. Ouais. Il fallait, comme on dit, faire ça vite parce que... Oui, c'est ça. Puis là, ils ont envoyé ça à Busan. Puis on a un terrain, justement, un cimetière, là, à Busan. Là. Et puis, ils ont tout enseveli ça, là.
Ils ont tous mis les corps dans la terre, là. Puis pendant tout ce mois-là, vous, comment va le moral? Est-ce que vous dites, Ben, bon, ben, on va passer au travers, puis Bon, la seule chose qu'on faisait, moi, je lisais tout le temps avec... je prenais des X13 qu'ils appelaient, là, puis je lisais ça tout le temps, toute la journée. Fait que, puis de manger, il n'y avait pas bien au restaurant, il n'y a pas de restaurant par là. On mangeait des boîtes de C-Ration, là. OK. Je n'ai mangé pendant 11 mois de temps, des boîtes de C-Ration. OK. Et puis on fait chauffer ça avec un petit sterno, là. Et puis on s'arrangeait bien. On fait chauffer notre manger dans la boîte, puis on mangeait dans la boîte. Avez-vous eu l'occasion de constater des choses particulières que vous aimeriez raconter sur la manière dont on s'organise un peu entre confrères? Est-ce que la camaraderie Oui, la camaraderie forte? était correcte. Ça, on s'entraînait pas mal, là. On s'entraidait aussi, là. Vous étiez plusieurs Canadiens ensemble? Ben, En le fait, 22, on était c'est tous ça, à 22 au complet. La là, 22e ouais. division? Parce qu'on était le 2e bataillon. OK. Parce que moi, j'ai commencé avec le colonel Dextraus. OK. J'ai tombé avec Vallée. Puis après ça, Trudeau, quand il est arrivé avec le 1er bataillon. OK. Pendant toute la période des 11 mois où vous avez été là? C'est ça. Et puis Dextraus, lui, puis Trudeau, Dextraus puis Vallée, on était habillés normalement, là, pas de batch, rien. Quand Trudeau est arrivé, lui, ben, la batch chaînée, chauffe chaînée, les Chinois, le bord, ils vont bien noirs. On lui disait ça. Puis comment je peux dire, comment ça se passe sur le terrain quand on vit une situation de conflit comme celle-là? Est-ce que des fois, il y a des activités autres que vous pouvez faire pour simplement sortir un peu ou c'est non-stop? La chose qu'on faisait quand j'étais sur la 262, j'ai descendu en bas, puis on se pratiquait à tirer avec nos carabines. Puis nos carabines, c'était des 303, c'est un coup à la fois. Un coup à la fois? Oui. Et puis, il n'y a pas comme... On n'était pas grillés comme sur le grille aujourd'hui, là. Non, c'était un coup à la fois, puis on crinquait, pouf, pouf. Puis vous avez eu à les utiliser à plusieurs reprises? Sur les patrouilles. Sur les patrouilles? Les patrouilles, on les a utilisées. Mais demandez-moi pas, je vais tuer les Chinois. J'en ai pas tué. Non. Je sais pas. Parce qu'on est 21 à côté de l'autre, puis on tire toute la gang ensemble. Puis quelqu'un, si ça tombe là-bas, ben, c'est moi ou lui à côté. Fait que... Non, c'est ça, comme on dit, on commence pas à compter. Non, on compte pas, non. Faire un petit... Je comptais pas les Chinois, je non, c'était pas. Puis après ce mois-là, donc, où vous avez été sur les collines, c'est-à-dire, le mois, vous l'avez été sur la 355? Oui, la 262. La 262? Oui. La 262, c'est là que j'allais tirer en bas, là. OK. Et puis, j'étais observateur sur le tank, là, avec des longues vues. Et puis, là, quand je voyais des Chinois se promener, là, je disais, il y a des Chinois à telle place, là. Là, ils arrivaient, ils envoyaient la bombe. Mais là, je n'avais pas le temps de descendre du tank, moi, là. Puis, je me bouchais le temps de passer les oreilles, là. Fait que, puis après ça, c'était la 155? La 127? La 127. OK. Puis celle-là, c'était quoi le contexte à ce moment-là? Bien, 127, ça, c'est quand on est arrivé là, on est arrivé à nuit. Puis moi, j'ai pas été chanceux, j'ai pris un dugout, il y avait seulement que ça pour rentrer, là. Puis il y avait eu des bombes qui avaient tombé alentour, là. Puis il avait tout rempli. Puis là, bon, j'ai creusé pour rentrer dans le dugout. Il fallait dormir, il fallait se cacher, là. Puis après la 127, donc autrement dit, ça, on est en janvier, je crois? Oui, plus que ça, plus que janvier. Le 127, j'étais rendu, je pense, en juin. OK, ça, c'est sur les 11 mois, dans le fond. OK, d'accord. Oui. Vous avez été un mois sur la 355 et passé un certain nombre... J'ai été 4 mois sur la 355. OK. Puis après ça, j'ai été un mois ou deux sur la 262. Ça. L'autre, j'ai été longtemps, là. Donc, à ce moment-là, vous terminez, dans le fond, votre séjour en Corée? Oui, quasiment. OK. Puis là, ben, c'est simplement, il y a une sorte de relève qui se passe quand le deuxième bataillon, la deuxième division est relevée. Oui. Puis vous retournez au Japon? Non, moi, quand le premier bataillon est arrivé, parce que j'étais reinforcement, j'étais renfort pour le deuxième bataillon. Et puis là, j'ai fait jusqu'au mois de juillet. Puis juillet, là, c'est le premier bataillon qui est rentré. On a changé de commandant.
Fait que ceux qui étaient rentrés en 1950, il y en a qui sont rentrés pour faire les trous, ces affaires-là. Là. Et puis les autres partaient en juillet. Et moi j'ai resté jusqu'en octobre. Jusqu'en octobre? Novembre, parce que j'ai pris le bateau, je pense, vers le 5 novembre, quelque chose de même. OK. Pour se diriger vers le Japon? Oui, bien, vers le Japon, puis après ça, vers le Canada. OK. Puis vous êtes resté, évidemment, il y a une sorte de période de transition un peu là, au Japon? Oh, oui, bien, j'ai eu, dans mon année, j'étais là, j'ai eu 2 jours que j'ai passé à Wojumbo. 2 jours à Wojumbo? 2 jours à Wojumbo, ça c'était pour le Rest Center, pour se reposer, au moins essayer de manger quelque chose de chaud. Là. Mais ça a bien été. Moi, j'ai pas eu trop de misère. J'étais chanceux. Là. Vous dites avoir été chanceux, pourquoi? Parce que vous avez eu parce que j'ai pas eu de backlog, j'ai pas eu de rien de ça. Mais il y en a, par exemple, qui ont, une semaine après que ça est rentré là-bas, ils ont vu comment c'était. Ils sont tirés d'un pied pour venir au Canada. Oh mon Dieu, il y en a beaucoup qui ont fait ça? Oui, il y en a plusieurs qui ont fait ça. Même, il y a eu un journaliste seulement qui est venu. Puis c'est René Lévesque. C'est ce que je me posais comme question, à savoir René Lévesque est venu, puis il n'a pas resté longtemps. OK. Parce que là, il était supposé rester une semaine. Je pense qu'il a resté une journée, ou je pense. Là, il a dit c'est trop dégueulasse, c'est du mouvement. Oui, parce que lui avait vécu une couple de temps c'est aussi. ça, il a vécu ces affaires-là. Puis à Wojumbo, donc, autrement dit, on se repose. On se repose, c'est ça. Moi, à Wojumbo, je ne connaissais pas l'argent, le won, là. Fait que j'avais demandé 250 pièces, on demandait de l'argent. J'ai acheté 250 pièces de won. Ben, ils m'ont mis 2 gros sacs de bain. Dans le papier, on allait dans un club, on était 2, on payait avec nos sacs, on payait avec les wons. On ne connaissait pas les wons. Avez-vous visité un petit peu? Avez-vous eu l'occasion de sortir? C'était pas grand-chose là, à Wojumbo. À Tokyo, correct, mais à Wojumbo, il n'y avait quasiment pas rien. Mais on a été à Ramira pour le training. Là. C'est là qu'on a marché 26 000 pour s'en revenir. 26 000? Oui. Puis là, ben, pour faire le fin, le sergent a dit, bon, ben, y a-t-il quelqu'un qui va avoir des passes pour sortir? On était 2, moi et un autre gars. Ils sont fous. Ça, c'est avant, évidemment, que vous partiez pour la Corée. Oui. Mais, non, mais c'était en Corée. c'est-à-dire, la passe, c'était en Corée? Oui. Excusez, au Japon. Au Japon, OK, c'est au Japon. Mais c'était avant que vous partiez pour la Corée. C'est ça. Puis à Wojumbo, bien évidemment, comme vous disiez, on se repose. Puis ben, nous, on va faire la même chose, M. Descaries. On va se reposer un petit peu et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Moi-même. Merci. Bonjour André. Bonjour Dominique. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on parle des services qu'offre la Légion royale canadienne. Oui. Alors, quelle est la mission première de la Légion royale canadienne? La mission première, c'est d'aider les vétérans actifs, même les membres actifs, les membres de la GRC, ainsi que leurs familles. Ça, c'est la mission première au niveau de la Légion. D'accord. Et par exemple, si on pense aux militaires ou aux vétérans, de quelle manière la Légion, concrètement, peut-elle les aider? Concrètement, on a des fonds qu'on ramasse pendant la période du coquelicot. Mm-hmm. On a des fonds qui sont ramassés, qui sont pour redonner aux vétérans. Que ce soit pour des personnes qui sont hospitalisées ou des personnes qui sont même à domicile, qui auraient des besoins pondérés d'équipements pour les aider dans leur mobilité. Ou s'ils sont hospitalisés, s'ils ont besoin de choses comme la télé, le temps qu'ils sont là, ou avoir de la lecture, des choses pour passer le temps, on a de l'argent pour pouvoir les aider. D'accord. Et qui offre ces services-là? Qui accompagne les gens lorsqu'il y a des demandes comme ça? Au niveau provincial, on a 3 officiers d'entraide. Mm-hmm. Il y en a un qui est situé à Montréal, puis on a 2 ici à Québec, qui sont situés au Carrefour de la Bravoure. D'accord. Eux autres sont là, ils supportent au niveau de la province au complet. Donc, pas juste la ville de Québec ou la ville de Montréal, mais ils sont là pour aider partout. Chaque filiale, dépendamment des ressources ou des bénévoles qu'ils ont, ils peuvent avoir des officiers d'entraide au niveau de leur filiale.
Ces personnes-là, grosso modo, c'est qu'ils vont aider les vétérans qui ont des besoins de liaison avec les anciens combattants, compléter des documents, savoir c'est quoi les services que les anciens combattants peuvent leur offrir, les aider là-dedans, soumettre des documents. Puis souvent, quand on fait affaire avec les anciens combattants, il y a des cas qui vont aller en appel. La première instance, on a soit que c'est accepté le pourcentage, on veut questionner le pourcentage, ou en première instance, les anciens combattants vont refuser l'aide. Fait que nous autres, on peut aller en appel et dire non, moi je crois que réellement j'ai besoin d'aide. Puis à ce moment-là, ces personnes-là, que ce soit au niveau provincial ou au niveau de la filiale, vont travailler pour les autres, compléter les documents, les supporter dans leurs approches avec les anciens combattants. Est-ce qu'il y a d'autres organismes, mis à part les anciens combattants, avec lesquels vous travaillez? Principalement, c'est avec les anciens combattants au niveau des demandes d'aide, mais les officiers d'entraide au niveau des filiales vont avoir à patrouiller le ville, le secteur, afin d'aller voir s'il n'y aurait pas des vétérans itinérants qui auraient besoin d'aide puis qui n'ont pas les ressources pour justement les ramener, compléter avec eux autres certaines documentations. Faire valoir leurs droits. Exactement. Donc ça, c'est plus au niveau des officiers d'entraide de filiales. Il y a combien de filiales, André, au Québec? On est au-dessus d'une centaine de filiales. On est comme membre actif au niveau de la Légion au Québec. On est au-dessus de 13 000 membres. Il y a 15 districts. La province est divisée en 15 districts. Le nombre de filiales exact, là, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas exactement. Mais peu importe la personne qui nous écoute en ce moment, peu importe dans quelle région du Québec elle se trouve, il y a sûrement une filiale de la Légion royale canadienne qui peut lui venir en aide. Oui, le premier contact avec la Légion, puis suite à ça, il va être réorienté vers les services adéquats que l'individu a besoin. Oui, c'est ça. Et on parlait tantôt que la Légion royale canadienne vient en aide aux vétérans, aux militaires, puis on parlait de famille. Par exemple, pour un enfant ou la conjointe ou l'enfant d'un vétéran, de quelle manière la Légion peut lui venir en aide? S'il y a des besoins, comme tantôt, des besoins de support au niveau à la maison, on peut aider. Le Fonds du Coquelicot nous permet aussi d'aider des personnes qui vont à l'école. Donc, il y a un montant fixe qui est déterminé, puis ce montant-là va être réparti pour donner une aide aux personnes, donner des bourses pour aider pour des études. Peuvent aider aussi certains militaires, surtout les militaires blessés, qui vont participer à des activités sportives. Comme il y a des personnes, il y en a un d'ici à Québec qui a participé au jeu Invictus. Puis cette personne-là a reçu un montant pour l'aider. Que ce soit pour l'aider dans l'achat d'une pièce d'équipement, un vélo spécialisé pour sa performance, ou l'aider dans une inscription pour une activité quelconque qui va l'aider. Au niveau de la filiale aussi, puis on ne se le cachera pas, la filiale, la bâtisse qu'on a, où ce qu'on est présentement, c'est situé sur le boulevard Amel. Là, vous parlez, c'est ça, de la filiale 265 à Québec? Notre filiale à nous, 265, on est situé sur le boulevard Amel. Puis peu importe les filiales, la filiale, c'est un lieu de rassemblement. Un club social, où ce qu'on essaie de réunir les vétérans, les amis des vétérans aussi, parce qu'il y a plusieurs membres au niveau des filiales qui sont ce qu'on appelle nous autres des civils, des personnes qui n'ont pas servi sous les drapeaux, que ce soit avec les Forces armées ou avec la GRC, mais qui veulent supporter. Donc, les vétérans, les amis des vétérans, notre classe, on est là pour justement faire un lieu de rencontre pour que les personnes puissent dialoguer, communiquer. On organise le mercredi matin, on organise une petite rencontre, là, Café Muffin, où les personnes peuvent venir jaser. Le jeudi, il y a un groupe, les eaux curatives, où c'est un groupe qu'eux autres apprennent à faire le montage de mouches. Puis, éventuellement, il y a un voyage de pêche puis ça les aide de se concentrer là-dessus, ça les aide énormément. On organise des soirées thématiques
Comme là, on va organiser la Saint-Jean bientôt, la fête de la Confédération. On a organisé un souper pour la Saint-Patrick. On organise à tous les vendredis pour nous autres, pour notre filiale, à tous les vendredis, on a un happy hour, une heure heureuse, un souper, puis une petite consommation, on discute entre nous autres. C'est un lieu pour ça, pour se rencontrer, avoir du plaisir ensemble, puis dialoguer, échanger. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, les officiers d'entraide, lorsqu'il y a des nouvelles personnes qui viennent, on est capable de les identifier, celles qui ont le plus besoin, j'imagine? Souvent, c'est difficile parce que l'être humain étant ce qu'il est, quand on est en difficulté, souvent, surtout au début, on n'ose pas se présenter, on n'ose pas s'afficher. Mais les officiers d'entraide sont là pour ça, justement. Avoir l'œil aguerri, puis aller voir les personnes, puis avoir les bons mots, les bonnes questions pour aller chercher, puis aller trouver ces personnes-là. Absolument. Ouais. J'imagine que dans chaque filiale, chaque filiale a ses activités aussi. Hein, les filiales doivent être assez actives, j'imagine. Bien, les filiales, chaque filiale est autonome. Donc, de quelle façon ils ont tout le comité, le comité d'administration, comité exécutif, conseil exécutif. Puis chaque filiale est autonome dans leurs activités, dans leur façon de faire. Fait qu'ils c'est à eux autres d'être créatifs puis d'essayer d'aller pour aller chercher justement les vétérans, puis faire des activités pour les garder. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui voudraient connaître le nom de la filiale, peuvent se rendre sur le site de la Légion royale canadienne? Il y a le site de la Légion royale canadienne au niveau provincial. Il y a un site où toutes les filiales au Québec sont inscrites. Fait que, juste en ce rendre-là, tapez Légion royale canadienne provinciale, puis vous allez sur le site au niveau provincial, vous allez avoir toutes les filiales du Québec sont toutes inscrites. Fait que si vous voulez choisir celle qui est dans votre région, cliquez, vous allez avoir l'information pour les joindre, puis éventuellement, allez les rencontrer directement chez eux. André, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé.